Hop là. J'étais en passe cette année. Bon, j'ai réussi, voilà. Moi, j'ai choisi dentaire. Du coup, c'est que faire dentaire l'année prochaine, ben, on se retrouvera. Bon, maintenant, on va commencer le cours. Alors, attendez. Hop là. Donc, si vous avez des questions, vous me coupez. C'est pas un souci. Genre, je réponds à toutes les questions. Excuse-moi, je crois que tu n'as pas activé ta vidéo. Ouais, si tu peux la mettre, c'est cool. Merci. Vas-y. C'est bon, vous me voyez là ou pas? Allô? Oui, très bien. Bon. Allez, ça va. Répondez-moi, s'il vous plaît, que je ne parle pas dans le vide quand même. Donc, voilà, on va commencer. Donc, Dany m'a dit, vous avez déjà commencé les orbitales. Donc, on va passer un peu vite fait quand même. Alors, hop là. Tac. Partager. Tac. Donc, vous avez tous cette image quand on parle d'atomes. C'est une image assez représentative quand même. Donc, il y a un noyau, des électrons, tout ça. Mais dans ce cours, on va voir qu'au final, un atome, ce n'est pas réellement ça. Donc, on va être plus... Hop là. Je vous remets une image. Comme ça. En fait, on va avoir un noyau. Et autour, on va avoir plein de petits nuages. Et c'est là où l'électron est censé se situer. Donc, en fait, ces petits nuages, c'est quoi? C'est une zone où il y a une plus grande probabilité que l'électron il se situe. OK? Et donc, ce nuage-là s'appelle une orbitale. C'est justement l'intitulé du cours. Voilà, petite introduction. On va commencer. Donc, de base, le premier modèle que je vous ai montré s'appelle le modèle quantique de Bohr. Alors, ce modèle, il est insuffisant. Pourquoi il est insuffisant? Parce qu'il ne permet pas d'expliquer certaines caractéristiques des liaisons chimiques. Par exemple, leur orientation géométrique, la différence de comportement entre les liaisons, l'équivalence des liaisons dans certaines structures moléculaires et le paramagnétisme de certaines molécules. Donc, après, on va revenir sur le paramagnétisme des molécules pour vous expliquer bien ce que c'est. Donc, le modèle ondulatoire, c'est le deuxième que je vous ai montré. Il va compléter le modèle quantique. L'électron est considéré non plus comme une particule, mais comme une onde électromagnétique. Alors, le modèle ondulatoire de l'atome, il est fondé sur le fait qu'à toute particule en mouvement, il faut bien retenir en mouvement, c'est très important, il peut être associé une onde électromagnétique de longueur d'onde. Donc, on a lambda est égal à H sur mv. Donc, H, c'est la constante de Planck. Normalement, vous l'avez déjà vu, vous savez ce que c'est. Vous savez ou pas? Non, personne qui répond. On l'a vu, mais je ne me rappelle pas du tout sa signification, par contre. En fait, c'est juste une constante. Vous allez revoir aussi en maths. C'est une constante qui permet de calculer. Voilà, merci d'avoir répondu sur le. Voilà. Qui permet de faire des calculs en physique. Elle est très importante parce qu'on la retrouve dans plusieurs formules. Vous allez le voir plein de fois au cours de l'année. Alors, du coup, c'est égal à la constante de Planck sur la masse de la particule fois sa vitesse. Donc, on a dit que la particule, elle doit être en mouvement, pouvoir être associée à une onde électromagnétique. Donc, l'électron, maintenant, on dit que c'est une onde électromagnétique qui obéit donc aux lois de la mécanique ondulatoire. Donc, l'onde électromagnétique est une onde stationnaire. Une onde stationnaire, ce n'est pas très important de retenir ce que c'est pas très grave. Donc, son amplitude est une fonction mathématique appelée fonction d'onde orbitale. Donc, cette lettre-là grecque s'appelle psi. Psi est égal à une fonction de x et y, z. Ça, c'est pas important du tout à retenir. Retenez pas ça. Par contre, ça va être important. Alors, la valeur absolue de psi au carré en un point, ça détermine la probabilité dp de trouver l'électron dans un volume dv autour de ce point. Donc, ça veut dire qu'on prend un volume, on choisit un point, et bien, psi au carré, c'est égal à la probabilité de trouver l'électron autour du point qu'on a mis dans le volume. Donc, dp sur dv est égal à psi carré.
ça représente la densité de probabilité de présence de l'électron au point considéré. Ça s'appelle la densité électronique. Du coup, il faut retenir que valeur absolue de psi au carré, c'est égal à la densité électronique. Ça, c'est très important. Donc, selon le type d'orbital, la variation de densité électronique dans l'espace entourant le noyau est différente. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs sortes d'orbitales. Et donc, cette probabilité-là, elle va être différente dans l'espace en fonction de l'orbital. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs formes d'orbitales. Mais la probabilité de présence de l'électron décroît toujours au-delà d'une distance de l'ordre de grandeur du rayon atomique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on a le noyau là, on a notre atome là, et ben, si on va plus loin que la taille de l'atome, on va plus trouver d'électrons. C'est normal. L'électron ne va pas partir de l'atome. Il reste au niveau de l'atome. Et donc, dans l'espace entier, la probabilité de trouver l'électron vaut 1. C'est normal parce que l'électron, il existe, il est toujours là. Donc, dans tout l'espace, c'est sûr on est certain de trouver un électron. Donc, là, sa probabilité vaut 1. La variation de densité électronique est en accord avec le principe d'incertitude d'Eisenberg. Qu'est-ce que c'est ça, l'incertitude d'Eisenberg? Alors, on va voir. Alors, soit une masse m en mouvement sur une trajectoire avec une vitesse v. Au même instant, on ne peut connaître à la fois sa position x et sa quantité de mouvement p. Ça veut dire que si on voit un objet en mouvement sur une trajectoire avec une certaine vitesse, eh ben, on ne peut pas connaître à la fois sa position et sa quantité de mouvement. Qu'est-ce que c'est sa quantité de mouvement? Sa quantité de mouvement, c'est sa masse fois la vitesse. Donc, l'incertitude sur ces deux paramètres est de la forme delta de x fois delta de p est supérieur ou égal à h sur 2pi. Donc, avec p est égal à m fois v, comme je vous l'ai dit, on a delta p qui est égal à m fois delta v. Pourquoi on met le delta sur le v et pas sur le m? Parce que la masse, elle va être continue, alors que la vitesse, elle peut changer. D'où delta de x est égal fois delta de v supérieur ou égal à h sur 2pi fois m. Donc, je vais vous expliquer comment on a fait. Hop là. Alors, on met ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, on a mis que c'est égal à... Alors, attendez. Hop là. Fois delta de v fois m. Ok, vous êtes d'accord ou pas? On a juste remplacé delta de p qui est égal à delta de v fois m. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le m en bas. Donc, on s'est retrouvé avec delta de x fois delta de v supérieur ou égal à h sur 2pi m. On a juste passé le m, hop là, ici. Donc, là, on est au niveau de l'électron. L'électron, vous savez qu'il a une masse très, très faible. Donc, si, hop là, je reprends le stylo, si ici, on a quelque chose qui est très, très petit, le tout, au final, si on divise quelque chose par quelque chose de très, très petit, on va se retrouver avec ça, qui est très grand. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui. OK. Donc, hop là, je vais effacer. Tac. Hop là. Donc, voilà, comme je vous ai dit, la masse m de l'électron étant faible, l'incertitude delta x fois delta v ne peut être négligée. Ça ne peut pas être négligé parce que comme on divise par quelque chose de très petit, on va se retrouver avec, au final, quelque chose de très grand. Donc, le delta de x fois le delta de v, il va être conséquent, on ne peut pas le négliger. D'où l'incertitude d'Eisenberg. Voilà, ce qui est en accord avec la conception probabiliste du mouvement des électrons dans l'espace. C'est bon? Oui, oui. Ouais, je Si vous crois. n'avez pas compris, vous me dites, hein, je vous répète, ce n'est pas un souci. Hein. Voilà, maintenant, on va passer à l'équation de Schrödinger. Les fonctions d'onde ou orbitales sont solutions d'une équation différentielle d'ordre 2 appelée équation de Schrödinger.
je vous rassure, ce n'est pas du tout à apprendre ça, ça ne sert strictement à rien. Du coup, il faut juste retenir que tout ça, eh ben, c'est égal à H. Et H, c'est quoi? C'est l'opérateur hamiltonien. Ça, il faut juste retenir ça. OK? C'est pas... Tout le reste, c'est vraiment pas à apprendre. Donc, on se retrouve avec l'opérateur hamiltonien fois psi est égal à E fois psi. Bon, voilà. Ça, on passe vite, c'est pas super important. Donc, voilà. Par contre, ça va être important. Donc, l'équation n'a de solution que pour des systèmes à un seul électron. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est l'atome qui a un seul électron? C'est l'atome d'hydrogène. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. Donc, cette équation de Schrödinger, elle va permettre de trouver des solutions, elle va permettre de trouver une solution que pour l'atome d'hydrogène. Donc, pour le reste, on va se contenter de solutions approchées pour les autres systèmes. Donc, il faut bien comprendre que cette équation-là, elle permet de trouver la forme de l'orbital. Donc, ça veut dire que là, grâce à cette équation, on peut avoir pas la forme. On peut retrouver la position de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Donc, les solutions fonction d'onde ou orbitales, elles vont fournir des valeurs propres de l'énergie qui est quantifiée et elles vont compléter le modèle quantique de Bohr. Alors, ça va être plus clair quand on va voir un peu plus tard, vous allez voir. Alors là, on va parler de la notion d'orbital. Chaque orbital correspond à une classe quantique du modèle de Bohr et inversement. Le principe d'exclusion de Pauli s'applique aux orbitales. Est-ce que vous avez vu ou pas? C'était quoi un peu le principe de Pauli, l'arrêt de Kleshowski? Vous avez vu ou pas? Oui. Dans le premier cours, normalement, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà. Il y a Pauli, Kleshowski et comment il s'appelle l'autre? C'est la règle de Hond. Je vous les répète ou ce n'est pas la peine? Oui, moi je veux que tu répètes, s'il te plaît. Alors, ok, alors je vais vous sortir le cours. Comme ça, ça va mieux vous expliquer. Alors, tac. Hop là, il est là. Alors, tac, on est là. Donc, le principe de Pauli. Dans un atome ou un ion, deux électrons ne peuvent posséder simultanément. Alors, attendez, non, d'abord, je vais vous reparler de ça, comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà. L'état d'un électron d'un atome, il est décrit par 4 nombres quantiques. Donc, le premier nombre s'appelle le nombre quantique principal. C'est un entier strictement positif. Du coup, ça veut dire qu'il ne prend pas la valeur de 0. Ça commence à partir de 1. Du coup, de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, la valeur de n caractérise une couche électronique. Alors, comme on a vu dans le premier modèle que je vous ai montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on voit là, il y a le noyau, et autour, il y a tous les électrons. OK? Eh bien, en fait, dans ce modèle-là, vous voyez qu'il y a plusieurs couches. Par exemple, ça, c'est la première couche. Ça, c'est la deuxième couche. OK? Eh bien, ce nombre n, il permet de déterminer ces couches-là. Voilà, c'est tout simple. Voilà, hop là. Donc maintenant, le nombre quantique secondaire L, lui, c'est un entier positif qui va varier de 0 à n-1. Donc, par exemple, si on prend n est égal à 1, L, il va pouvoir prendre comme valeur que 0. OK? Donc, à chaque valeur de L est associée une lettre. Donc ça, c'est une nomenclature qui est très importante à retenir. Je vous le fais maintenant parce que dans le cours que je vous fais, normalement, on le revoit. Je préfère vous faire maintenant, comme ça, vous comprenez bien la suite. Donc, à chaque valeur de L, c'est associé une lettre. Par exemple, si L est égal à 0, on se retrouve avec S. Si L est égal à 1, on se retrouve avec P, etc. Ça va S, P, D, F. Voilà. Du coup, un couple NL caractérise une sous-couche électronique. Alors, hop là, dans le tableau, vous voyez bien, par exemple, si n est égal à 1, on se retrouve qu'avec L qui peut prendre comme valeur 0. Si n est égal à 2, L il peut prendre comme valeur 0 et 1. Donc, on va se retrouver avec 2S et 2P. Voilà, le 2 devant, c'est parce qu'on est n est égal à 2. Il n'y a rien de plus. Alors, le nombre quantique magnétique orbital, okay, c'est un entier relatif
tel que M pardon, est compris entre moins L et plus L, et c'est un entier relatif. Alors, je vais vous expliquer. Ça veut dire que si L est égal à 1, M, il peut prendre comme valeur moins 1, 0 et 1. Il varie entre moins L et plus L par saut de 1. Donc, un triplet NLM, ça va caractériser une orbitale atomique. Donc, quand on donne 3 chiffres comme ça caractérise une orbitale. Ça veut dire qu'on va parler d'une seule orbitale. Donc, maintenant, on va parler du nombre quantique magnétique de spin, MS, avec M est égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Donc, ça, c'est le spin. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris tout ça. C'est un peu flou, je sais. C'est comme ça. Il faut bien le revoir pour comprendre. Mais je vais vous expliquer maintenant les règles. Alors, le principe de Pauli. Dans un atome ou un ion, 2 électrons ne peuvent posséder simultanément les 4 mêmes nombres quantiques N, L, M et MS. Donc, la conséquence de ce principe, une orbitale atomique contient au maximum 2 électrons de nombre quantique de spin opposés. Par exemple, si on se retrouve avec le même triplet, NLM, eh ben, on peut avoir que 2 électrons qui correspondent à ces 3 triplets, à ce triplet. Par exemple, on se retrouve avec 1, 0 et on va dire 1. 1, 0 et 0. On va se retrouver avec un spin qui peut être juste de 1,5 ou de moins 1,5. Je ne sais pas si vous suivez ou pas. Dites-moi. Ou c'est flou? Non, ça va. OK. Donc, par exemple, voilà, il y a que par exemple, si on a les 3 mêmes nombres, les 3 premiers mêmes nombres, le MS, il peut prendre que 2 valeurs, c'est-à-dire soit 1,5 soit ou moins 1,5. Ça, c'est pour caractériser 2 électrons. Alors, voilà. 2 électrons occupant une même orbitale atomique sont dits appareillés. Maintenant, pour remplir ces cases, alors, ça va être compliqué à vous expliquer ça. Comment je vais faire? Alors, oui, voilà. Alors, là, normalement, vous l'avez fait, du coup, ça va être un peu plus clair, je pense. Donc, voilà. Attendez. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord vous expliquer les orbitales, après on reviendra sur ça, OK? Sur les 2 autres règles de remplissage. C'est bon? Oui. Hop là. Ouais, je fais ça parce que sinon ça va être compliqué. Je suis désolé, mais ce cours, c'est un des plus durs de l'année. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de vous l'expliquer. Alors, tac, tac. Bon, le principe d'exclusion de Pauli s'applique aux orbitales. Comme on a dit, on ne peut pas avoir 2 électrons qui possèdent les mêmes nombres quantiques. Donc, le même nomenclature sert à distinguer les orbitales. Donc, on a dit qu'il y avait des orbitales S, des orbitales P, des orbitales D, des orbitales F. Les F, vous ne les verrez jamais, impossible. Voilà. Une orbitale définit à la fois un niveau énergétique et la géométrie de la région dans l'espace où se trouve le plus souvent l'électron. Alors ça va plus vous parler. Vous allez voir avec les schémas plus tard. Donc, ça veut dire qu'une orbitale, elle va avoir une forme spécifique et voilà, c'est une géométrie et voilà. Donc, dans ce modèle, les interactions électriques entre les électrons sont négligées. Donc, les mouvements des électrons sont considérés indépendants les uns des autres. Donc, on va considérer un électron comme s'il était seul. Donc, voilà, la notion d'orbitale. Alors, N, le nombre quantique principal. Ça définit l'énergie moyenne de l'électron dans une couche. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les mêmes nombres. Alors, L, ça s'appelle le nombre quantique secondaire ou azimutal. Ça caractérise la forme et la symétrie des orbitales. Ça donne le nombre d'orbitales selon la relation 2L plus 1. Alors, comme voilà, je ne vais pas vous répéter comme on a vu tout à l'heure. Nombre d'orbitales 1, on se retrouve avec une orbitale S. Non, pardon. Si la valeur de L est égale à 0, on va se retrouver avec une orbitale S. Elle va être sphérique. Si on se retrouve avec une valeur de L qui est égale à 3, qui est égale à 1, pardon, excusez-moi, je reprends. Si on se retrouve avec une valeur de L qui est égale à 1, on va se retrouver avec 3 orbitales, et c'est des orbitales P. Elles ont une forme d'altère.
Si on se retrouve avec une valeur de L qui est égale à 2, on va se retrouver avec 5 orbitales. Et quand on a 5 orbitales, ça correspond à l'orbital D. C'est des altères croisés. Bon, après, la F, on s'en fout un peu. Donc voilà, puisque le nombre d'orbitales, c'est égal à 2Z plus 1. Donc si on prend L est égal à 0, ça fait 2 fois 0 plus 1, ça veut dire que le nombre d'orbitales est égal à 1. On fait pareil pour le deuxième. Si la valeur de L, c'est 1, 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, 3. Du coup, on va se retrouver avec 3 orbitales. Donc, M, le nombre quantique magnétique, ça caractérise les différentes orientations spatiales des orbitales. On va revenir après, vous allez plus comprendre avec les schémas. Alors, S, c'est le nombre quantique de spin. Ça prend la valeur de plus 1,5 ou de moins 1,5. Alors voilà, là, ça va être plus clair. Les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans lesquelles la probabilité de présence d'un électron est 0,8 ou 0,9. Ces représentations donnent une idée de la symétrie des orbitales. Donc voilà, là on se retrouve avec une orbitale S. C'est une symétrie. Alors, elle est symétrique, elle est sphérique, elle est centrée sur le noyau. Ce que vous voyez bien là, hop là, là par exemple c'est un axe dans l'espace avec X, Y, Z. Et sur cet axe-là, on va retrouver l'orbitale. Alors là, l'orbitale, là, c'est un peu plus compliqué de la voir, parce que c'est en 2D. Il faut s'imaginer que c'est une sphère. Et dans cette sphère-là, eh ben, comme on a dit là, c'est la probabilité de retrouver l'électron dans cette sphère, elle est égale à 0,8 ou 0,9. Bon, on va considérer que c'est 1. Et par exemple, du coup, dans cette sphère-là, c'est là où on va retrouver notre électron. OK? Alors, hop là. Maintenant, on va passer aux orbitales P. Comme on a dit, les P, le L est égal à 1. Du coup, 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Donc, on se retrouve avec 3 orbitales quand on est pour les P. Donc, elles sont au nombre de 3. Elles sont notées PX, PY ou PZ. Elles sont elliptiques, ça veut dire qu'elles sont en forme d'altère. Elles présentent une symétrie de révolution autour des axes X, Y ou Z. Ça veut dire qu'elles sont symétriques. Regardez. Là, tac et tac, c'est symétrique. Les deux sont symétriques par rapport à l'axe Z. Bon, c'est simple. Donc, la probabilité de présence d'un électron est nulle dans le plan perpendiculaire à la direction de l'axe considéré. Ça veut dire que ici, hop là, là entre le plus et le moins, eh ben, c'est impossible de trouver un électron. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et ça s'appelle le plan nodal. Alors, ces 3 orbitales, elles ont toutes la même énergie. Elles sont antisymétriques par rapport au noyau. Alors, en fait, le noyau, il est au niveau du plan nodal. OK, ça, c'est le noyau. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver d'électrons ici. Tu as une question, Nathan, Oui. Aziza? Oui. Dis-moi. Est-ce que le centre du repère, c'est là où il est le noyau? C'est-à-dire? Là, les orbitales, c'est en rapport avec les électrons. Oui. Mais du coup, c'est les Tu veux électrons. savoir où il est, le noyau? Oui. Ben, c'est comme je t'ai dit, il est juste là. Regarde. Tac. C'est Ah au ouais. niveau du plan nodal. Et Ok, c'est pour ça très qu'on te dit que c'est impossible de trouver des électrons là. D'accord. OK? Parce que comme il y a déjà le noyau, tu ne peux pas avoir des électrons au niveau du noyau. Voilà. Merci. T'inquiète. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas, hein, je vous réponds. Parce que pour moi, c'est clair, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas très clair. Alors, elles sont antisymétriques par rapport au noyau, voilà, parce qu'on se retrouve avec un plus d'un côté et un moins de l'autre, et elles coexistent. Ça veut dire quoi qu'elles coexistent? Ça veut dire que même si elles ne sont pas remplies par des électrons, elles seront toujours là. Okay, c'est un truc à retenir, ça. Par exemple, s'il n'y a pas d'électrons dans les orbitales, mais elles existent toujours, elles sont toujours présentes. Alors maintenant, on passe aux orbitales D. Donc les orbitales D, elles sont au nombre de 5. Elles sont notées dx carré, bon ça c'est pas très grave, vous lirez chez vous. Donc elles sont elliptiques. Elliptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ressemblent à des altères croisés. Enfin, vous voyez un peu la forme comme ça. Elles présentent une symétrie radiale. Okay, il faut retenir, c'est une symétrie radiale.
Donc, c'est une symétrie de révolution autour de l'axe correspondant pour dx carré, y carré et dz carré. Et une symétrie dans le plan correspondant pour dxz, dyz et dxy. Ça, c'est vraiment pas le plus important à retenir. Okay. Donc, elles correspondent aux valeurs m. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, m il peut varier de moins L à plus L. On sait ici que L il vaut 2 pour les orbitales D. Donc, ça veut dire que ça peut prendre des valeurs de moins 2 à plus 2. Du coup, ça prend moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Bon, ça, c'est pas important à retenir aussi que dx, dx carré, y carré, c'est égal à m2. C'est pas vraiment important. Alors. OK. Donc, les orbitales D. La probabilité de présence d'un électron est nulle dans le plan perpendiculaire à la direction de l'axe considéré, le plan nodal. C'est comme on a vu tout à l'heure. Donc, toujours pareil, elles sont antisymétriques par rapport au noyau, plus et moins, et elles coexistent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même si elles ne sont pas occupées, elles sont toujours là. Donc, sur le plan énergétique. Donc, de base, ces 5 orbitales, elles ont la même énergie. OK ? Et maintenant, si on met par exemple un atome dans un champ magnétique ou un champ électrique, on va voir ce qui va se passer, une levée de dégénérescence. Ça veut dire qu'on va se retrouver plus avec un seul niveau d'énergie, mais avec 2 niveaux d'énergie. OK ? Donc, on va se retrouver avec d epsilon et d gamma. Et là, on voit bien que d gamma, il est inférieur. Le niveau d'énergie là, hop là, il est inférieur à celui qui était là. Mais par contre, le d gamma, lui, va être supérieur. OK ? Donc, entre les deux, ça se compense. Je ne sais pas si on vous a dit, mais il y a une règle très importante à savoir. En physique, les atomes, ils ne vont jamais changer de niveau d'énergie ou ils ne vont jamais changer de disposition, sauf s'il y a un gain d'énergie. Ou s'il n'y a, a pas de gain d'énergie, c'est pareil. Hop là. Ça veut dire que, par exemple, la levée de dégénérescence, ça va permettre d'avoir un gain d'énergie à l'atome ou à l'ion ou à ce que vous voulez, ou à la molécule. OK ? Donc, on dit aussi, quand on se retrouve ici, là, hop là, que ces 5 orbitales, elles sont dégénérées. C'est-à-dire dégénérées, ça veut dire qu'elles ont le même niveau d'énergie. Et c'est pour ça qu'on dit la levée de dégénérescence, parce que, hop là, quand on se retrouve ici, elles n'ont plus la même énergie. Alors voilà, maintenant on va passer aux orbitales moléculaires. Donc, la liaison entre 2 atomes A et B, c'est la conséquence de la mise en commun d'électrons pour former un doublet électronique. OK, vous savez ce que c'est une liaison ou pas? Vous savez sûrement, non? Allô? Oui, oui, normalement, oui. OK, du coup, c'est quoi une liaison atomique? C'est deux atomes qui ont mis en commun un électron. OK? Du coup, un atome A, il va donner un électron, un atome B, il va donner un électron, et ces deux-là, ils vont les mettre en commun, et ça va permettre de faire une liaison atomique. C'est bon? C'est bon ou pas? Vous pouvez me répondre? OK, ça va. Donc, maintenant, au niveau des orbitales, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va dire que ces orbitales, elles vont fusionner pour donner, ça ne va plus être des orbitales atomiques, ça va maintenant devenir des orbitales moléculaires. Du coup, l'orbitale moléculaire, elle est décrite comme une combinaison linéaire des 2 orbitales atomiques de la forme psi est égal à Ca, psi A plus Cb, psi B. Bon, ça, c'est pas très important à retenir. Où Ca et Cb sont telles que psi correspond à une énergie minimale, stabilité de la liaison. Et la probabilité de trouver les 2 électrons mis en commun dans l'espace entier est égale à 1. Donc, c'est une nouvelle orbitale moléculaire. C'est pareil que les orbitales atomiques. C'est-à-dire qu'on a la probabilité de trouver les 2 électrons qui ont été mis en commun pour la relation, pour la liaison. Et ben, ça va être, on va pouvoir, la probabilité est égale à 1. Comme on a dit depuis le début, la probabilité de trouver un électron
dans une orbitale atomique, elle est de 1. Et bien là, pour une orbitale moléculaire, la probabilité de trouver les 2 électrons, parce que là, il y a 2 électrons qui ont été mis en commun, est toujours de 1. Voilà. Donc, on va voir l'exemple du dihydrogène, H2. 2 atomes d'hydrogène de configuration 1s, décrites par la même orbitale atomique, psi 1s. Alors, oui, parce que, comme on a dit, l'atome d'hydrogène, il a un seul électron. Hop là, et du coup, l'électron, il va rentrer dans la première couche, et la première couche, c'est 1s. Alors, tac, tac, la combinaison linéaire des 2 orbitales atomiques conduit à 2 solutions pour l'orbitale moléculaire, appelée, du coup, on a psi sigma, c'est une orbitale liante notée sigma. OK, et après, on a une autre orbitale, elle est appelée antiliante, elle est notée sigma étoile. Donc, c'est les 2 orbitales atomiques de chaque atome d'hydrogène. Ça va donner 2 orbitales moléculaires de niveau énergétique différents. On va voir pourquoi. Donc, maintenant, on va étudier ça grâce à un diagramme moléculaire. Donc, de ce diagramme moléculaire, on va voir dessus les niveaux d'énergie des 2 orbitales atomiques. Et au final, on va voir les niveaux d'énergie des 2 orbitales moléculaires résultantes. Donc, voilà, ça, c'est le diagramme moléculaire. Hop là. Ça, c'est très important à retenir. Il faut que vous sachiez le faire. Ça va vous aider, je pense. Moi, ça m'avait été déjà. Alors, qu'est-ce que c'est le diagramme moléculaire? Alors, il fait apparaître les niveaux d'énergie des électrons de liaison. Les électrons de liaison sont placés prioritairement sur le niveau de plus basse énergie en respectant les règles de Pauli et de Hont. Alors voilà, maintenant je vais vous expliquer comment ça marche pour remplir ce diagramme. Donc là, on va se retrouver tac, 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 tac. OK. Alors, hop là, mon stylo. Donc là, on se retrouve avec nos 2 électrons. Là, c'est notre futur orbital moléculaire. Là, on a sigma étoile, et là, on a sigma. Donc ça, c'est l'orbitale antiliante, et ça, c'est l'orbitale liante. OK? Maintenant, de chaque côté là, c'est les orbitales atomiques. Orbitale atomique, orbitale atomique. Et en fait, ça, c'est la fusion des 2 orbitales atomiques pour donner des orbitales moléculaires. Donc, on sait que là, on a un seul électron. On est sur la couche 1s. Donc là aussi, 1s, des atomes d'hydrogène. Donc, là, on a un électron de chaque côté. OK, vous êtes d'accord ou pas? Oui. C'est bon? OK, donc là, on a un électron de chaque côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ces électrons-là, on va devoir les reporter sur le diagramme que je viens de vous dessiner. Donc, on a dit qu'on va commencer par compléter les orbitales les plus bas énergie. Alors, la plus basse énergie, pour l'instant, c'est la première. OK? Donc, voilà. On va placer notre premier électron. Il est là. OK? Donc, maintenant, on sait qu'on a qu'une orbitale moléculaire. Elle est appelée sigma. Et on sait, grâce au principe de Pauli, qu'un électron, il ne peut pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques. OK? Vous êtes d'accord? Oui. Comme on a dit tout à l'heure, c'est la règle de Hond. Donc, voilà. Quand on met du coup l'électron de ce côté-là, c'est-à-dire comme un 1, ça représente un spin positif. OK? Et du coup, maintenant, pour compléter cette orbitale, il faut rajouter un spin négatif. Comment on va le représenter? On le représente comme ça. Voilà. Donc là, on a représenté nos 2 électrons. C'est bon, c'est rempli. Notre diagramme moléculaire, il est fini. Voilà, c'est tout simple. Là, j'efface. Après, vous allez plus comprendre ça quand on va faire des autres exemples après. OK. Donc, hop là, c'est bon.
Donc, exemple du dihydrogène, comme on continue. Alors, les orbitales moléculaires présentent des différences de densité de probabilité de présence d'électrons psi carré. Alors, en effet, voilà, on a psi carré, comme on a dit, psi carré, c'est la densité de probabilité, la densité électronique, il faut retenir. Donc, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? C'est que pour l'orbitale liante, hop là, on va avoir un plus ici, ici, on va avoir un moins. OK? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle liante et antiliante, puisque la liante, elle associe les deux, et l'antiliante, justement, elle est antiliante. Du coup, c'est pour ça que ça explique le moins. Donc, la première orbitale là, elle va permettre de faire la liaison, tandis que l'autre, elle va l'en empêcher. Vous allez comprendre, je crois que c'est la page d'après, pourquoi ça permet, pourquoi ça permet. Alors voilà. Maintenant, comme on a vu là, hop là, j'arrive pas à passer. Voilà. Sur l'orbitale antiliante, on n'a pas d'électrons. Maintenant, on va voir un cas où l'orbitale antiliante, elle est occupée. Donc là, on va faire avec une liaison entre deux atomes d'hélium. OK? Donc, deux atomes d'hélium, le Z il est égal à 2, donc c'est la configuration 1s, et le petit 2 là, le petit 2 ici, c'est pour vous dire que dans cette couche-là, il y a deux électrons. OK? Là. Donc, les deux orbitales atomiques, ça va donner deux orbitales moléculaires, sigma et sigma étoile, toujours pareil. Donc là, on va se retrouver avec aussi le diagramme moléculaire, sauf qu'ici, on va avoir deux électrons à placer et ici aussi deux électrons à placer. Donc, on va les placer, hop là, on commence ici, 1, 2, 3, 4. Okay. Maintenant, le problème, c'est qu'on a rempli les deux orbitales moléculaires. Donc, on a rempli la liante et l'antiliante. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, dans ce cas-là, on a 4 électrons qui sont placés par paire sur les niveaux hop là, sigma et sigma étoile. L'énergie totale du dihélium, elle n'est pas inférieure à celle des deux héliums isolés. Donc, la liaison, elle n'apporte aucun gain de stabilité par rapport à l'état de non-liaison. La molécule d'hélium, de dihélium n'existe pas. L'ordre de liaison est nul. Alors, on va voir ce que c'est l'ordre de liaison. Donc, voilà. Si on a les deux orbitales moléculaires qui sont occupées par des électrons, et ben la molécule, elle ne peut pas exister. OK? Parce qu'il n'y a pas de gain de stabilité. On a dit que celle-ci elle va demander plus d'énergie pour exister. Donc, l'atome, il ne va pas s'embêter à donner plus d'énergie pour créer la liaison. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une liaison, il faut toujours qu'il y ait un gain d'énergie. Donc ça, c'est impossible. Dans la physique, vous ne trouverez jamais de molécules de dihélium. Ça n'existe pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est l'ordre de liaison? Alors, l'ordre de liaison est égal à la moitié de la différence entre le nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons antiliants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on va repasser ici. Donc ici, on a deux électrons, OK, qui sont placés sur l'orbitale liante, pardon. Et ici, il y en a deux qui sont placés sur l'orbitale antiliant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On fait la différence entre ceux qui sont sur les liants et ceux qui sont sur l'antiliant. Donc, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Et on divise par 2. On se retrouve toujours avec l'ordre de liaison qui est nul. OK? Et qu'est-ce qu'on dit là? L'ordre de hop là. OK. À la moitié de la différence, c'est pour ça que j'ai divisé par 2, entre le nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons antiliants. Du coup, voilà, la valeur de l'ordre de liaison. Si l'ordre de liaison est égal à 0, la liaison n'existe pas. Voilà, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on a dit que le dihélium ne peut pas exister. Alors, au plus l'ordre de liaison est élevé, au plus la liaison est stable.
Donc, pour le dihélium, on a dit c'est quoi? C'est 2 moins 2 divisé par 2, ça fait 0. Là, on se retrouve avec le dihydrogène juste en bas, ici. Donc, l'ordre de liaison, il est égal à 2 moins 0. Hop là, je vais vous montrer pourquoi 2 moins 0. Ça veut bien passer. Parce que ici, on se retrouve avec 2 électrons sur l'orbitale liante et 0 sur l'orbitale antiliante. Du coup, ça fait 2 moins 0 divisé par 2, ça fait 1. L'ordre de liaison est égal à 1, donc la molécule peut exister. Voilà. Maintenant, on va se... Hop là, ici, c'est le dihélium, c'est l'ion... non, pardon. C'est un ion d'hydrogène. Donc, du coup, on a perdu un électron. Vous êtes d'accord que quand on a une charge plus, ça veut dire qu'on a perdu un électron. Donc, voilà. On va se retrouver ici, parce que c'est du dihydrogène avec un plus. Donc, ça veut dire qu'on a perdu, sur ces 2 électrons-là, on en a perdu un. Du coup, on va se retrouver qu'avec un seul sur l'orbitale liante. OK? Donc, ça va faire 1 moins 0 divisé par 2, ça fait 0,5. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure. Et aussi pareil pour le dihélium, où on a enlevé un électron, on va se retrouver avec 2 moins 1 divisé par 2, ça va faire du 0,5. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a 0,5, ça va être pas super stable, mais là, la liaison, elle existe. Il faut juste retenir ça. Alors, à partir de la deuxième période, les éléments, vous savez ce que c'est le tableau de Mendeleïev? Vous l'avez déjà vu, je pense. Où il y a tous les atomes dessus. Voilà. Donc, à partir de la deuxième période, c'est-à-dire la deuxième ligne, puisque dans la première ligne, on n'a que l'hydrogène et l'hélium. Après, on va se retrouver avec des autres éléments qui ont plus d'électrons, du coup. Donc, à partir de la deuxième période, les éléments possèdent des électrons internes et externes. Okay, la couche externe peut posséder des électrons S et des électrons P. Cette 3 couches internes et couches externes. Alors, la couche interne, c'est la couche qui est... Attends, hop là. L'électron est enlevé de l'orbitale liante et pas la non liante. En fait, comme là, il n'y a pas de... Pour le dihélium, pour le dihydrogène, oui, mais pour le dihélium, non. Pour répondre à ta question. Parce que regarde. Voilà, si on a le dihélium, mais qu'on a enlevé un électron, parce que c'est pour ça qu'on a le He2+. Parce que là, on a enlevé un électron, on a enlevé, par exemple, on a enlevé celui-ci. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ici 2 moins 1 divisé par 2. C'est égal à 0,5. C'est bon? En fait, ça dépend où il est le dernier électron. Si on enlève toujours le dernier électron qu'on a placé. Alors, nickel. Alors, la couche externe peut posséder des électrons S et des électrons P. Alors, combinaison des orbitales atomiques pour former des orbitales moléculaires, elle est plus délicate. Du coup, il y a 3 principes à retenir. Seuls les électrons de valence sont à prendre en compte. Les autres n'apportent qu'une contribution nulle à l'ordre de liaison. Seules les orbitales atomiques d'énergie peu différentes forment des orbitales moléculaires, et la formation des orbitales moléculaires doit conserver les éléments de symétrie des orbitales atomiques du système initial. Vous savez ce que c'est les électrons de valence ou pas? Non? Les électrons de valence, c'est les électrons de la couche externe, non? Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon? Du coup, je ne vous l'explique pas. C'est les derniers électrons qu'on a placés dans notre atome. Donc, voilà. Maintenant, pour la combinaison des orbitales atomiques, on se retrouve avec 3 combinaisons possibles. Donc, soit on va avoir une orbitale S qui va combiner avec une orbitale S, soit une orbitale S qui va se combiner avec une orbitale P, et soit voilà, une orbitale P qui va se combiner avec une orbitale P. Donc, il y a 2 cas à retenir. Le cas 1, c'est la formation d'une orbitale moléculaire qui conserve une symétrie axiale. Et le deuxième cas, c'est la formation d'une orbitale moléculaire qui conserve une symétrie de réflexion par rapport à un plan. Vous allez voir des schémas, ça va être plus clair. Donc voilà.
Si on va lier deux orbitales S, on va se retrouver avec ça. OK? En fait, c'est comme si, vous voyez ces deux-là, elles vont se rencontrer et hop là, ça va fusionner. Et quand ça va fusionner, ça va donner ça. Après, pour une S et une P, du coup, là, on remarque que ce que je viens de souligner, c'est la P. Elle va fusionner avec la S et ça va donner, hop là, c'est tout. Bon, c'est pas très important à retenir, mais c'est juste qu'il faut savoir que il peut y avoir plusieurs combinaisons. Et après, la troisième combinaison, c'est 2P ensemble. Voilà, ça va donner ça. Donc, ça, c'est pour les combinaisons qui conservent une symétrie axiale. Alors là, ici, on a considéré que les orbitales liantes. Les antiliantes, ça va être un peu plus différent, mais bon, on s'en fout complet. C'est vraiment pas super important. Donc, le recouvrement, il se fait selon un axe de révolution pour les orbitales atomiques ou parties d'orbitales atomiques de même signe de symétrie. L'orbital formé, orbital sigma, conduit à une liaison sigma très stable. Okay, on va voir pourquoi on dit très stable, parce que celle d'après, elle va être un peu moins stable. Hop là. Tac, 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 tac. Formation d'une orbitale moléculaire conservant une symétrie de réflexion par rapport à un plan. Donc là, c'est comme si... Alors, je vais montrer. Celle-ci, elle va fusionner avec celle-ci, comme ça. Bam. Et ça va donner ça. Et celle-ci, elle va faire pareil avec celle-ci. Hop là. Et ça va donner ça. Donc, il faut juste retenir à peu près la forme. Bon, c'est aussi... C'est pas ça qui va vraiment vous aider. Enfin, peut-être pour vous situer. Mais sinon, c'est vraiment pas important à retenir. Vous allez voir les questions, elles sont... Je sais que le cours il est difficile, mais les questions, elles sont relativement simples. Donc là, le recouvrement, ça concerne uniquement deux orbitales P. Voilà, on voit que c'est bien deux orbitales P qui ont fusionné pour donner cette orbitale. Donc l'orbitale moléculaire formée, ça va donner une orbitale pi cette fois-ci, et ça conduit à une liaison pi relativement faible. Donc vous allez voir ces orbitales pi, elles vont servir pour les doubles liaisons, les triples liaisons. Vous avez dû sûrement voir ça, non? Les doubles liaisons, tout ça. Vous connaissez, non? Non? Bon, tant pis. Alors, hop là. Maintenant, on va voir un nouvel exemple. Voilà, avec le difluor. Ok, nickel. Alors, configuration du fluor. Du coup, le numéro atomique Z est égal à 9. Donc, vous avez déjà fait ça ou pas? Comment on fait pour remplir les comme ça? Oui, on l'a déjà fait. On commence par ceux du haut qui vont vers le haut. Et Ouais. après, on remplit. Et par Ouais. case. Par exemple, s'il y a trois cases qui sont collées, on fait 3 cases. Après, on fait les 3 vers le bas. Et après, on continue. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, je vais vite vous montrer. Donc, on a dit que les orbitales S, il n'y en a qu'une à chaque fois. Donc, première couche, on n'a que un S. Donc, on va mettre une case. Hop là, ça c'est pour n est égal à 1. Maintenant, pour la deuxième couche, n est égal à 2. On va se retrouver avec 2S. Hop là, c'est pas comme ça, cette case. Mais aussi, maintenant, on a des orbitales P. On a dit que chaque orbitale P, elles sont au nombre de 3. Donc, on va rajouter 3 cases. Hop là, 1, 2, 3 cases. Et maintenant, avec nos électrons, on va remplir ces couches. Donc, hop là, on voit qu'on a 9 électrons. OK? Donc, on commence par le plus bas niveau d'énergie, c'est n est égal à 1. On remplit tac. Et après, comme il n'y a pas d'autres cases à remplir, on rajoute notre deuxième électron de spin opposé. Voilà, on a rempli notre première case avec 2 électrons. Maintenant, on se retrouve à la deuxième case, enfin la deuxième ligne. Là, on a notre orbital S, et on a nos orbitales P. On sait que les S, elles sont de niveau énergie plus bas que les P. Donc, on va d'abord s'occuper des S. Donc, ça fait 3 électrons placés, 4 électrons placés. OK. Maintenant, on va passer aux orbitales P.
Donc, hop là, on est à 4, c'est-à-dire qu'il faut en placer encore 5. Donc, 1. Et hop là, voilà, maintenant, c'est là que ça va intervenir la règle de Hond. Donc, la règle de Hond, ça veut dire qu'on va d'abord remplir toutes les cases, c'est-à-dire on ne va pas faire comme la première là, à mettre celle-ci et celle-ci. On va remplir comme ça, vous allez voir, je vais vous montrer. On remplit directement comme ça. Hop là, 1, 2. OK, vous voyez? On ne va pas faire comme ça. On fait comme ça. Là, c'est simple. Du coup, ça fait 7. Maintenant, on repasse, comme on a tout rempli, on repasse ici. 7, 8 et 9. Ça y est, on a rempli tous nos cases. Je ne sais pas si, pour ceux qui n'avaient jamais vu ça, c'est clair. Donc, maintenant, on va voir pourquoi on va marquer ça, justement. 1 S2, 2 S2, 2 P5. Donc, parce que là, voilà, dans la couche 1S, on a 2 électrons, du coup 1S2. Dans la couche 2S, on a 2 électrons, donc 2S2. Et dans la sous-couche 2P, on a 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Pour ça, on a 2P5. Voilà. Donc maintenant, les électrons de valence, c'est les électrons de la dernière couche. Du coup, c'est cette couche-ci. Hop là. Et voilà, du coup, on va se retrouver avec 2S2, 2PX2, 2PY2 et 2PZ1. Voilà, c'est tout. OK? Alors. Okay. Donc, les deux orbitales 2S, elles vont se combiner pour former deux orbitales moléculaires, une liante et une antiliante. Les deux orbitales atomiques 2PZ, par convention coaxiale, ça va former des sigma, des liantes Z et des antiliantes Z. Hop là, les deux orbitales atomiques 2px, elles vont se combiner latéralement pour former deux orbitales moléculaires. Tac. Bon, après, c'est pareil pour la 2py. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, rien de plus à dire sur ça. Voilà, maintenant, on va voir le diagramme moléculaire, comment il va se présenter. Donc, on se retrouve avec nos deux atomes de fluor, un ici et un autre ici. OK. Donc, on a nos 9 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. Non, parce que en fait, on n'a pas représenté la première couche. Là, on n'a représenté que la couche de valence. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a que 7, parce que les deux premiers, on les oublie, ils ne servent pas à la liaison. OK. Donc, voilà, on va compléter notre... C'est comme ça qu'on complète notre diagramme moléculaire. Donc, on se retrouve avec 14 électrons appareillés sur la couche de valence. OK. Ici, on voit bien que seul le niveau sigma Z étoile, il n'est pas occupé. Ici, on n'a pas d'électrons. Il y a 8 électrons qui occupent des orbitales moléculaires liantes. Alors, les liantes, il n'y a pas les étoiles. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, du coup, 8. Et 6 électrons qui occupent des orbitales moléculaires antiliantes. Antiliantes, c'est là où il y a l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'ordre de liaison, on a dit, c'est liant moins antiliant divisé par 2. Donc, du coup, ça fait 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. 2 divisé par 1, ça fait 1. Donc, la molécule de difluor, elle peut exister car l'ordre de liaison, il est égal à 1. Voilà. Donc, alors maintenant, on va considérer le spin. Alors, le spin, on a dit, si c'est dans ce sens, il vaut plus 1, plus 1,5. Si il est dans ce sens, ça vaut moins 1,5. OK? Donc maintenant, on va faire la somme de tous les spins et on va voir ce que ça va permettre de faire. Donc ici, on voit que tous les électrons ils sont appareillés. Donc logiquement, quand on fait la somme de tous les spins, c'est nul. Vous êtes d'accord ou pas? Oui ou non?
Ou je réexplique? Vous répondre, hein, vous savez. Ok, ça va. Donc, le spin total de la molécule, c'est égal à la somme de tout ce qu'on a dit là. Donc, si S il est nul, ça veut dire que la molécule, elle est diamagnétique. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle est diamagnétique. Ça veut dire que si elle est placée dans un champ magnétique non uniforme, la molécule, elle va être repoussée vers les régions de champ faible. Si le spin total, il est différent de 0, la molécule, elle est paramagnétique. Alors, paramagnétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est placée dans le même type de champ, c'est-à-dire un champ non uniforme, la molécule est attirée vers les régions de champ fort. OK? Donc là, on a vu que pour le difluor, le spin total, il est nul, donc la molécule est diamagnétique. Donc, pour retenir, bon, moi, c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Si le spin total, il est nul, la molécule, elle est diamagnétique, c'est-à-dire que le spin total, il est nul. Donc, si vous connaissez le magasin Dia, bon, c'est un magasin où les prix, c'est toujours bas. Donc, on considère que c'est nul, les prix là-bas. Donc, Dia, c'est quand c'est égal à 0. Et comme vous retenez que Dia, c'est égal à 0, paramagnétique, c'est différent de 0. Bon, peut-être ça va vous servir. Moi, ça m'a permis de retenir. Voilà. Donc, il faut retenir que le difluor, il est diamagnétique. Maintenant, on va passer au dioxygène. Donc, la configuration de l'oxygène Z est égale à 8. Du coup, on va replacer les électrons comme on a fait tout à l'heure. Je vais vite vous le faire. Hop là. Là, c'est la première couche. La deuxième couche, on se retrouve avec ça, comme tout à l'heure. Donc, on doit placer nos 8 électrons. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Du coup, c'est pour ça qu'on a 1 S2, 2 S2 et 2 P4. Voilà. C'est d'où ça vient. Et du coup, celle de la couche externe, on considère toujours du coup la couche de valence, c'est que c'est là. Du coup, 2 S2, 2 PX2, 2 PY1 et 2 PZ1. Voilà, on va se retrouver cette fois-ci avec ce diagramme moléculaire, du coup avec 2 électrons en moins, parce que hop là, si on fait 8 et 8, ça fait 16, alors que tout à l'heure, c'était 9 et 9, ça faisait 18. Du coup, au total, on a 2 électrons en moins. Donc, 2 électrons en moins à placer dans ce diagramme. Donc, si on regarde bien, il y a 10 électrons qui sont appareillés. Hop là, c'est ceci, 2, 4, 6, 8, 10. Et il y en a 2 qui sont tout seuls. OK? Il y a 8 électrons qui occupent des orbitales moléculaires liantes. Du coup, comme tout à l'heure, c'est ceci, 2, 4, 6, 8. Il y en a 4 qui occupent des orbitales moléculaires antiliantes. Du coup, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, si on fait notre ordre de liaison, ça fait combien? Ça fait 8 moins 4, on se retrouve avec 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc l'ordre de liaison il est égal à 2. Quand l'ordre de liaison il est égal à 2, ça veut dire que la molécule, elle comporte une double liaison. Et si l'ordre de liaison est égal à 3, ça veut dire que la molécule possède une triple liaison. Voilà, c'est tout simple. Là. Et voilà. Du coup, maintenant, on va regarder le spin de la molécule. Donc, on voit qu'il y a 2 spins positifs. Donc, on se retrouve avec, ils sont ici nos spins positifs, parce qu'ils sont comme si c'était comme ça. OK, donc, on se retrouve avec plus 1,5, plus 1,5. Donc, ça fait 1. Donc, c'est différent de 0. Comme on a dit, ce n'est pas dia, du coup, c'est para. Et notre molécule de dioxygène, elle est paramagnétique. Hop là. Donc, l'état de liaison, il se décrit selon les mêmes règles que celles utilisées pour les molécules diatomiques homonucléaires. Mais les atomes ici étant différents, il faut considérer que... Ah, parce que, pardon, excusez-moi. Maintenant, on va parler des molécules diatomiques hétéronucléaires. Hétéronucléaires, ça veut dire qu'on va utiliser deux atomes différents. C'est plus
le dioxygène ou le difluor. Maintenant, par exemple, on va utiliser du carbone avec des atomes d'hydrogène ou quoi. Voilà. Donc, ça se décrit selon les mêmes règles que celles utilisées pour les molécules diatomiques homonucléaires. Les atomes étant différents, il faut considérer que les deux atomes peuvent avoir des orbitales atomiques différentes. Et les orbitales atomiques de même type ont des niveaux d'énergie différents car ils dépendent du noyau de l'atome. Les atomes ont des électronégativités différentes. C'est ce que c'est l'électronégativité ou pas? S'ils sont positifs ou négatifs. Non, non, c'est pas trop ça l'électronégativité. C'est quand vous avez le tableau ici, là, vous le voyez, le tableau de Mendeleïev? Ouais. Eh ben, ça, c'est le. Ça, c'est. Attendez 2 minutes. C'est pas ce qui va faire qu'un atome va en attirer un autre. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, on a le fluor, c'est le plus électronégatif. OK. Et quand on va dans ce sens-là, on va se retrouver avec des électrons de plus en plus électronégatifs. Et comme tu as dit, c'est plus un atome il est électronégatif, plus il va attirer les autres les électrons. OK. C'est bon, du coup? Alors, l'état de liaison se décrit OK, les atomes ont des électronégativités différentes. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ça va être plus symétrique comment ça s'appelle ça là. Le diagramme moléculaire, il va plus être symétrique comme ça. On va se retrouver, par exemple, on peut avoir une 2P ici et de l'autre côté une 1S. Parce que la 1S d'un atome de fluor, ça va être équivalent à la 2P d'un autre atome. OK? Et les combinaisons, elles se font toujours entre couches de niveau équivalent à peu près. Donc, voilà, par exemple, on va faire un acide fluorhydrique. Donc, l'hydrogène de configuration Z est égal à 1. Donc, on se retrouve avec 1S1. C'est de la couche externe 1S1. OK, le fluor, comme on a dit tout à l'heure, 1S2, 2S2, 2P5. Et celle de la couche externe, bon, comme on a dit tout à l'heure, 2S2, 2PX2, 2PY2, 2PZ1. De niveau énergétique, le 1S de H, il est équivalent à peu près au 2P de F. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être égal, ce n'est pas le 1S de H qui va se combiner avec le 1S de F. Là, le 1S de H va se combiner avec le 2P de F. Donc, ces orbitales atomiques se combinent pour former des orbitales moléculaires. Alors, le 1S de H, il est très différent du 2S de F. Donc, pas de combinaison possible, c'est ce que je vous ai dit. Alors voilà, on voit ici que le diagramme, maintenant, il n'est plus tout à fait, comment dire, symétrique. Donc, le niveau de l'orbital moléculaire sigma Z, il est plus proche du niveau de l'orbital 2P que du niveau de l'orbital 1S. Voilà, on voit que ici, c'est plus près du fluor que là de l'hydrogène. C'est ce que ça veut dire. L'orbitale moléculaire, elle est toujours plus proche de l'orbitale atomique la plus basse, contribuant à sa formation. Donc, on a dit que là, c'est le niveau d'énergie le plus bas. Donc, l'orbitale moléculaire, elle va se situer du niveau le plus bas, elle aussi. Alors, donc voilà, quand on complète, on se retrouve avec ça. On voit qu'il y a tous les électrons qui sont appareillés. Donc là, la molécule, elle est diamagnétique. OK, exemple de l'acide fluorhydrique. Les électrons de liaison, ils sont plus près du fluor. Le fluor, il attire les électrons liants. L'électronégativité du fluor, elle est plus importante que l'électronégativité de l'hydrogène. Donc, on va se retrouver avec une dissymétrie du nuage électronique. La densité électronique elle va être plus forte du côté du fluor. Comme le fluor, il est plus électronégatif que l'hydrogène, eh ben, il va attirer vers lui les électrons. Donc, la liaison, elle est assimilée à un dipôle permanent de moment dipolaire. UD est égal à 48 fois Q sur E fois D. Bon, ça, je pense que vous devez le revoir un peu tout seul. C'est une formule à... Moi, je l'avais apprise, je ne sais pas si ça sert.
au concours, c'est jamais tombé. Donc, moi, je vous conseillerais de la voir, mais pas de la prendre forcément. Donc, au plus, la différence d'électronégativité, voilà. Ça, c'est pour, quand on utilise ça, c'est la différence d'électronégativité. C'est le delta de chi, et ça veut dire la différence d'électronégativité. Entre les atomes est grande, au plus la dissymétrie est grande, donc, au plus la polarisation de la liaison est forte. Donc, comme il y a un gros delta, ici, on va se retrouver avec une forte dissymétrie. Donc, le delta de l'acide fluorhydrique, il est supérieur à celui de l'acide chlorhydrique. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux molécules polyatomiques, c'est-à-dire des molécules constituées de plus de 2 atomes. Chaque électron est soumis à l'influence simultanée de tous les noyaux. Donc, les liaisons forment entre elles des angles déterminés qui confèrent à la molécule une géométrie particulière. Donc, en fait, chaque électron il va être soumis à l'influence simultanée de tous les noyaux. Comme on se retrouve avec plus de 2 atomes, on va avoir plus de 2 noyaux. Donc, forcément, chaque électron, lui, va être soumis à l'influence de tous les noyaux. Donc, ça va nous permettre d'avoir des formes spéciales. Donc, les liaisons forment entre elles des angles déterminés qui confèrent à la molécule une géométrie particulière. La formation des orbitales moléculaires, prenant en compte ces 2 conditions, fait dans ce cas appel à l'hybridation des orbitales atomiques. On va voir ce que c'est une hybridation des orbitales. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche d'une combinaison linéaire de 2 ou plusieurs fonctions d'onde. Une fonction d'onde, donc on a dit c'est quoi? C'est une orbitale, d'un même atome. Ça va donner quoi? Ça va donner des nouvelles orbitales qui répondent à des conditions d'équivalence énergétique et d'orientation spatiale. Donc, en pratique, les orbitales hybrides possèdent une symétrie axiale de révolution représentée par cet axe figuré par une flèche indiquant leur orientation. Vous allez voir. Donc, voilà. On va se retrouver dans certains cas à vouloir fusionner entre une orbitale atomique S et une orbitale atomique P. Donc, quand on fusionne une orbitale atomique S et une orbitale atomique P, on va se retrouver avec 2 orbitales hybrides SP. Alors, bon, c'est un peu confus là, mais vous allez voir tout à l'heure avec les cases, tout ça, vous allez mieux comprendre, c'est juste après. Donc, l'angle entre les... Alors, ça va donner un axe de révolution confondu avec celui de l'orbitale P combiné. L'angle entre les 2 axes est égal à 180 degrés. Et les orbitales P restantes conservent leur orientation initiale. Donc, hop là, celles-là, ça correspond à l'orientation initiale. Et par contre, comme on a dit, ces deux-là, les nouvelles, elles ont un angle de 180 degrés. Si vous voyez bien, on a une qui part là et l'autre elle part là. Donc, entre les deux, là, on a 180 degrés. C'est juste pour expliquer. Ce n'est pas super important. Il faut juste retenir que quand on a une orbitale hybride SP, l'angle entre les 2 axes est égal à 180 degrés. C'est le plus important. Maintenant, si on fait une orbitale S avec 2 orbitales P, on va se retrouver avec une SP2. Donc voilà, il faut juste retenir que l'angle entre les 3 axes, ça va faire 120 degrés. Et c'est tout. Et maintenant, si on combine les 3, par exemple une S et 3P, on va se retrouver avec 4 orbitales hybrides SP3. Et l'angle entre chaque orbitale, ça va valoir 109 degrés. Et il ne faut pas retenir le virgule 28, ça ne sert à rien. Voilà, maintenant, vous allez comprendre avec les cas, c'est le plus simple. Donc, voilà, maintenant, on va faire l'hydrure de beryllium. Donc, le beryllium, de numéro atomique Z égale 4, c'est une configuration. Hop là, si on va vouloir le faire nous. Donc, on a 4 électrons à placer. Donc, sur la première couche, N est égal à 1. On se retrouve avec une S. On peut placer dedans que 2 électrons. Hop là, 1, 2. Maintenant, N est égal à 2. Sur la 2S, on a une case, 3, 4. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça. Le problème, dans cette configuration, c'est qu'il n'y a pas d'électrons célibataires pour former des liaisons. Parce que pour former une liaison, il faut qu'il y ait des électrons qui soient seuls. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que ça va intervenir, les hybridations. Donc, c'est quoi la configuration envisageable?
la configuration envisageable, c'est de prendre l'électron qui est ici et de le forcer à se mettre ici, dans la P. Donc là, on va rajouter l'électron ici. Donc, on va se retrouver avec cette configuration-là, avec celle-ci. OK? Le problème, c'est que la 2S1 et la 2P1, eh ben, elles n'ont pas la même énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux, on va les mettre ensemble. C'est ça qui s'appelle l'hybridation. Comme ça permet de créer une orbitale d'un niveau d'énergie suffisant. Alors voilà, 2 électrons célibataires pour former les liaisons, mais l'une formée avec 2S et l'autre avec 2P ne donnent pas de liaison identique. Donc, on va vouloir les fusionner pour que ça puisse donner des liaisons identiques. Alors, hybrider orbitales 2S avec une orbitale 2P pour former 2 orbitales SP. Donc, la configuration finale, ça va être ça. Ça va être une orbitale. La première orbitale, on ne la bouge pas. Par contre, on va se retrouver, comme on a fait une S avec une P, comme on a dit tout à l'heure, on se retrouve avec 2 SP. Et hop là, celle d'ici. Donc, tac, tac. On a dit le truc important à retenir, c'est l'angle entre les deux axes qui est de 180 degrés. Voilà, du coup, il faut retenir que ici, dans l'orbitale qu'on vient de former, on va se retrouver avec un angle de 180 degrés. Maintenant, on va faire le borane. Le borane, c'est quoi? C'est BH3. Les 3 liaisons BH, elles sont identiques, mais la molécule est plane. C'est-à-dire que l'angle entre les liaisons, il vaut 120 degrés. Quand on a dit 120 degrés, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une SP2. On va voir comment on se retrouve avec une SP2 ici. Donc, la configuration du borane. Alors, là, on se retrouve avec hop là, un S2, 2 S2 et 2 P1. Le problème, c'est qu'on veut rajouter, on va faire 3 liaisons. Donc là, on a besoin de 3 électrons célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, on va, comme on a fait tout à l'heure, cet électron-là, on va le mettre ici. Comme ça, on va se retrouver avec 1, 2 et 3 électrons célibataires. Hop là. Donc, la configuration envisageable, c'est celle-ci. Regardez bien la différence entre celle-ci et celle-ci. OK. Donc, maintenant, on voit qu'ici, on a 3 électrons célibataires. Le même problème, c'est que la 2S1 et la 2S et la 2P, elles n'ont pas le même niveau d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les hybrider pour que maintenant, on puisse faire des liaisons identiques après. Donc, au final, la configuration finale, c'est celle-ci. On va se retrouver avec une 2SP2. Hop là, 2SP2. Pourquoi le P2 à la fin? Pardon, parce qu'on a pris 2 cases de l'orbitale P. Donc, on se retrouve avec 3 électrons célibataires de SP2 pour former les 3 liaisons identiques. Ça s'appelle une hybridation trigonale. On se retrouve avec une molécule plane. L'angle entre les liaisons, il est égal à 120 degrés. OK, maintenant, molécule polyatomique, on va se retrouver avec le méthane. Le méthane, c'est un atome de carbone avec 4 atomes d'hydrogène. Donc, on se retrouve avec le même problème à chaque fois. Quand on remplit que le carbone tout seul, ici, il est là. Le problème, c'est que maintenant, on a besoin, toujours pareil, d'avoir 4 électrons libres. Parce que là, il y a 4 atomes d'hydrogène à parier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours pareil, cet électron-là, on va le mettre ici. Comme ça, on se retrouve avec 4 électrons libres. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et après, on va hybrider la S et la P. Là, on va se retrouver comme ça. 2, 3, 4. 4 électrons libres. Hop là, on hybride. Ça va donner une 2sp3. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je dois aller un peu plus vite sur la fin, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir.
Donc voilà, hybrider les orbitales 2s avec les 3 orbitales 2p pour former 4 orbitales sp3. Et comme on a dit, la liaison, elle fait 109 degrés. On va se retrouver avec une molécule tétrahydrique. Vous avez déjà sûrement vu ça. Hop là. Tac. Vous avez déjà en terminale, je pense que vous avez dû voir ça. Ça fait une pyramide, voilà, si on relie tout. Hop là. Donc maintenant, on va voir l'ammoniac. Bon, à mon avis, ça, c'est pas le plus important. On va zapper. Ça, vous le regardez un peu chez vous. Hop là. Tac. Ouais, ça aussi, à mon avis, c'est mieux que vous regardez seul. Comme ça, je vais vous bien la fin, c'est le plus important. Ah, voilà, maintenant, on va parler des complexes métalliques. Ça, c'est la partie la plus importante du cours, à mon avis, parce qu'il faut bien la comprendre, ça tombe souvent. Donc, c'est quoi un complexe? Un complexe, c'est une association d'un métal ou d'un ion métallique avec des espèces moléculaires ou ioniques appelées ligands. Le métal ou l'ion métallique en position centrale est uni au ligand par des liaisons de coordination. C'est-à-dire qu'on va prendre un métal, par exemple un atome de fer ou n'importe quoi, et il va faire des liaisons avec des ligands. Je vais vous montrer c'est quoi les ligands tout à l'heure. Alors, les ligands, pour un même complexe, peuvent être différents. Ce sont des molécules neutres, comme l'H2O, l'ammoniac, etc., ou des anions atomiques ou moléculaires, par exemple le Cl-, le Br-, le Cn-, etc. Donc, la plupart des métaux ou des ions métalliques peuvent former des complexes. C'est en particulier le cas avec les éléments de transition. Alors, les éléments de transition, c'est quoi? C'est des éléments ayant des orbitales D ou F qui sont incomplètes en termes de remplissage. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la sous-couche D. Il y a 5 cases dans la sous-couche D. 1, 2, 3, 4, hop là, 5. Et par exemple, hop là, 1, 2, 3, 4. Si on se retrouve avec ça, on va pouvoir, ça va nous servir à créer un complexe. C'est juste des cases. Hop là, éléments ayant des orbitales D ou F qui sont incomplètes. Là, on voit qu'elles ne sont pas complètes. Du coup, ça va nous permettre de faire des liaisons de coordination. Donc, qu'est-ce que c'est une liaison de coordination? Une liaison de coordination se forme entre deux atomes, l'un nommé donneur, l'autre accepteur. Donc, le donneur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a dans sa couche de valence, il a ça. Par exemple, il a, hop là, carrément, lui, il a une qui est remplie. Il a 2 électrons dans une couche. Et l'accepteur, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a une couche vide. Okay, il n'a rien dedans. Donc, le donneur, vous avez compris, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, ces 2 électrons-là, ils vont se mettre dedans. Et ça va permettre de former une liaison. Okay, donc, en gros, le donneur, il va donner son doublet d'électrons, ces 2 électrons, et il va les mettre dans la case vide de l'accepteur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accepteur, c'est toujours l'ion métallique et le donneur, c'est toujours le ligand. Ok, ça, c'est la base à retenir. Donc, le ligand, il est appelé donneur et l'accepteur, c'est le métal ou l'ion métallique. Donc, il va recevoir le doublet dans une orbitale ou case quantique libre située sur sa couche de valence. Sa couche de valence, c'est sa couche externe. Donc, la charge électrique. Alors voilà, ça, avec des exemples, c'est plus simple à comprendre. La charge électrique globale d'un complexe est égale à la somme algébrique des charges de l'espèce métallique et de celle des ligands, si ceux-ci sont ioniques. Cette charge est indiquée par un exposant à l'extérieur de crochet encadrant la formule du complexe. Alors, tac, MLXY, du coup, M, c'est le métal, L, c'est le ligand, Y, c'est la charge. Vous allez voir, là, c'est flou, mais quand vous allez voir l'exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc, la charge électrique globale, ça permet de calculer le nombre ou le degré d'oxydation de l'espèce métallique du complexe. Ce NO correspond à la charge électrique initiale de l'espèce métallique. Donc, on va voir l'exemple, ça va être plus simple. Hop là. Voilà. Du coup, ça, c'est un exemple d'un complexe. OK ? Donc, il est où l'accepteur? L'accepteur, c'est ça. C'est le PT. OK ?
Donc, il est là. Ça, c'est notre métal. Et ça, le NH3 et le Cl2, enfin, le NH3,2 et le Cl2, ça, c'est les ligands. Donc, on a dit que le NH3 et le Cl2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner 2 électrons au platine. Je ne sais pas si c'est le platine ou pas, je crois. OK. Donc, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que ici, normalement, on devait mettre la charge du complexe. Si on ne met rien, ça veut dire que la charge globale, elle est nulle. Voilà, du coup, charge globale et aucune. Le complexe est moléculaire. Donc, on se retrouve avec du NH3 qui est non chargé et du Cl- qui a une charge négative. Du coup, là, comme il y a 2 Cl, on va dire que là, il y a 2 moins. Et ici, il y en a 0 de charge. Donc, on va se retrouver avec le platine. On ne sait pas c'est quoi sa charge. Donc, on met X. OK? Donc, ça veut dire que le nombre de charges là, plus 0, moins 2, parce que le Cl2, il a 2 charges négatives, ça va nous donner un complexe neutre. Un complexe neutre, c'est égal à 0. Donc, on arrive facilement à dire que X est égal à 2. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le platine, il a une charge positive avec, hop là, ça va donner ça, PT2+. OK? C'est clair ou pas? Vous vous êtes perdu, non? Il y en a plein qui sont partis. Non, ouais, Ah, c'est bon, tu as compris? oui, normalement, oui. Ok, du coup, on se retrouve avec le plat. Et moi, je fais un peu vite parce que Dan, il m'a dit que vous avez déjà vu le cours. C'est pour ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas? Ou pas encore? Pas cette partie. Pas cette partie? Ok. Non. Alors, en fait, j'aurais plus dû commencer par cette partie. Comme ça, je vous l'aurais bien expliqué. Désolé. Comme il C'est m'a pas dit grave. en fin de semaine, Dan, que je devais faire le cours. C'est pour ça. Je suis désolé. Hein. C'est pas super clair. Et la prochaine fois, le prochain cours, il sera mieux préparé. Tout ça, ok? Alors, voilà. Du coup, là, on vient de montrer que le platine, il avait 2 charges positives. Et c'est ce qu'on cherchait ici. Regardez, le nombre d'oxydation. Alors, je ne vous l'ai pas dit d'abord, comme ça je vous l'explique et après je vous le lis. Alors, connaissant les nombres d'oxydation des ligands, le nombre d'oxydation de l'espèce métallique se calcule par une simple différence en considérant que dans le cas d'un complexe neutre, la somme de tous les nombres d'oxydation est nulle. Alors, en fait, le nombre d'oxydation, c'est la charge de chaque espèce. Par exemple, le Cl, on a dit que c'était Cl-. Donc, le nombre d'oxydation du Cl, c'est -1. OK? Ça, ce n'est pas compliqué à retenir. Il faut juste retenir que le nombre d'oxydation, c'est l'exposant qui représente la charge. Alors, et dans un complexe ionique, la somme de tous les nombres d'oxydation est égale à la charge de cette ion. OK? Alors, l'indice de coordination. Le nombre de liaisons formées entre l'atome central avec les ligands. Donc, ça, regardez. Ici, on a mis qu'ici, il y a 2 NH3 et 2 Cl-. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le platine, il va faire 4 liaisons. Vous êtes d'accord ou pas? Il va faire 2 liaisons avec le NH3 et 2 avec le Cl-. Donc, le nombre de coordination, c'est le nombre de liaisons. L'indice de coordination, pardon, c'est le nombre de liaisons. Donc, il prend des valeurs souvent entre 2, 4 et 6. Vous voyez bien ici, il y en a 4. Donc, c'est des valeurs les plus fréquentes, 4. Voilà. Alors voilà, maintenant, c'est un truc important à retenir. Je vais essayer de bien vous expliquer. Alors, les ligands entourant l'atome central créent un champ électrique. Donc, modification des niveaux d'énergie des orbitales D de l'atome central. Alors voilà, tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'était la levée de dégénérescence. Vous vous rappelez ou pas? Au début du cours. Oui, oui, très bien. OK? Et bien, du coup, là, quand il y a le ligand, qu'est-ce qu'il va permettre? Le ligand, il va permettre justement cette levée de dégénérescence. Donc, on va se retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 niveaux d'énergie finale sur la couche D. OK? C'est clair ou pas? Oui, non?
Ok, voilà. Donc, quand l'atome, il va être, enfin, l'ion métallique, il va faire sa liaison de coordination, et ben le ligand, lui, il va entraîner une levée de dégénérescence. Donc, qu'est-ce que ça va induire ça? Alors, je suis désolé, je pense que je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer aujourd'hui. Je vais voir avec Dan si je pourrais vous finir le cours la prochaine fois. Un peu mieux expliquer. Ouais, ils ont dit jusqu'à 11h, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Bon, alors, je suis désolé, on va arrêter maintenant. J'ai un petit thème à vous faire. C'est sur le début du cours. J'avais fait exprès parce que j'ai pensé qu'une heure et demie, c'était trop court pour tout vous faire. Donc, regardez, je vais vous le diffuser. Alors, tac. Si vous pouvez activer vos micros, hein, comme ça vous répondez. OK? Vous pouvez répondre. Hein. OK? Oui. Alors, j'aimerais bien que tous vous me répondiez, comme ça on voit après si vous avez compris ou pas. Alors, question 1. Concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. Alors, est-ce que le modèle quantique de Bohr, il permet d'expliquer le paramagnétisme de certaines molécules? Non. OK. Non. Parce que le Non. modèle quantique de Bohr, c'est le premier que je vous ai montré. Vous voyez ou pas? Vous vous rappelez du Oui. cours? Et bien voilà, on a dit que celui-là était insuffisant. Donc ça, c'est faux. Bravo. Donc le modèle ondulatoire, il remplace le modèle quantique. C'est vrai Non, ou c'est c'est faux? le complète. Voilà, Ouais. nickel. Nickel, ok. Donc toute particule statique peut être associée à une onde électromagnétique de longueur d'onde. Lambda est égal à H sur mv. Ouais, je crois que c'est juste. Et les autres, En tout cas, la formule est juste. les autres, vous dites quoi? Oui. Tous oui, vous dites? Moi, oui aussi. Ok, c'est faux. Parce que ce n'est pas une particule statique. C'est J'ai bien pas insisté statique. en plus. C'est une particule en mouvement. mouvement. Voilà. Ah ouais. Ok, les trucs comme ça, il faut faire attention, ça arrive très fréquemment au concours. Ok, c'est basique comme piège. Il faut bien lire toute la phrase. Ok. Donc, l'électron est une onde électromagnétique qui obéit aux lois de la mécanique ondulatoire. C'est vrai ou c'est faux? Cherchez pas des pièges chaque fois où il n'y en a pas. Des fois, Oui, les c'est vrai. questions. C'est Ok. vrai. Voilà, c'est vrai. Ok, voilà. Et l'onde électromagnétique n'est pas une onde stationnaire. Ben, vrai. N'est pas une onde stationnaire. C'est vrai, tu penses? Non, dans le cours, au début, je vous ai dit que c'était une onde stationnaire. Tous les ondes électromagnétiques, c'est des ondes stationnaires. Il faut juste retenir ça. Après, ce n'est pas très important de savoir ce que c'est une onde stationnaire. Mais il faut juste retenir qu'au moins, c'en est une. OK? Ok. Regardez, si vous voulez prendre, prenez en capture d'écran si vous voulez la question. Et j'ai mis la réponse juste après avec la justification. C'est bon? Ah oui. Et voilà, là, il y a la réponse. Voilà, du coup, attention, le modèle quantique de Bohr ne permet pas d'expliquer certaines caractéristiques des liaisons chimiques, notamment le paramagnétisme de certaines molécules. Et faux, le modèle ondulatoire, il complète justement le modèle quantique. Et après, hop là, comme je vous ai dit, il faut être en mouvement. Bon, la D, elle est vraie. Et l'onde électromagnétique, c'est bien une onde stationnaire. Alors voilà, il y a quelqu'un qui veut lire les questions à la place? Comme ça, vous répondez en même temps. Allez, Ouais, si vous voulez. Allez, vas-y, s'il te plaît. Concernant les propositions suivantes, cochez la bonne réponse. Du coup, A, en 1917, Sommerfeld explique que les orbitales autour du noyau ne sont pas elliptiques, comme l'affirmait Bohr, mais circulaires. Alors, Mais c'est faux. ok, pourquoi? Parce que les orbitales, elles sont elliptiques. Ok, voilà, nickel. Alors, après, la B, vas-y. La Quelqu'un d'autre ou pas? probabilité de... Si quelqu'un d'autre veut lire. Sinon, vas-y, Euh. continue. Vas-y, continue. Ça va. La probabilité de présence de l'électron s'accroît toujours au-delà d'une distance de l'ordre de grandeur du rayon atomique.
Alors, vous mettez quoi, vous? Faux. Pourquoi? Parce qu'au-delà du rayon, du rayon atomique, du coup, il ne peut pas y avoir d'électrons. Voilà, nickel, j'ai bien compris. Ça, du coup, c'est faux. Vas-y, lis la troisième question. Troisième item. De qui? Celui qui a répondu, là, s'il peut continuer. Ah, d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, Heisenberg. Ouais. au même instant, on ne peut connaître à la fois la position x et la quantité de mouvement p d'une masse m en mouvement sur une trajectoire avec une vitesse v. Alors, C'est vrai. ok, les autres, vous dites quoi? Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est là. Parce qu'on peut maintenant, connaître que la zone. On peut connaître Voilà, la c'est zone ça. où il peut se situer. Voilà, c'est ça, nickel. Alors, la D, c'est qui veut lire? Bon, je l'avais fait moi. Alors, une orbitale définit un niveau énergétique et la géométrie de la région de l'espace où se trouve le plus souvent l'électron. Alors, Vrai. Oui. ok, c'est vrai. C'est la définition. Nickel. Et le nombre quantique de spin a une valeur constante égale à plus 1,5. Non, il y a aussi moins Ok. un Un demi. demi, moins un demi. Ah, c'est faux. Et bravo, c'est nickel. Maintenant, on va passer à la dernière question. Prenez une capture d'écran si vous voulez. Hop là. Et là, c'est les réponses. Là. Alors voilà maintenant. Donc les bonnes réponses. Les orbitales P sont au nombre de 5. Pas trop. Oui, c'est C'est 3, je faux. crois. C'est faux? Pourquoi? Oui. C'est pas 3. Voilà, c'est ça, c'est 3. OK. Donc les orbitales D, la probabilité de présence de l'électron est maximale dans le plan nodal. Non, c'est faux parce qu'il y a déjà le noyau, du coup. Voilà, Non, c'est non. ça. Du coup, Hein? c'est faux. OK. Le plan nodal, c'est le plan perpendiculaire de chaque axe. OK, c'est le repère du... Ah, le point, ouais, ce que je vais vous montrer là, où il y a le noyau. Alors, les orbitales sont solutions d'une équation différentielle d'ordre 2, appelée équation de Schrödinger. Ça, je sais pas moi. C'est valable, mais pour l'hydrogène? OK, mais considère que maintenant, ça marche pour tout, OK? Tu peux trouver des solutions approximatives, du coup, tu comptes c'est vrai, OK? Ok. Voilà. Et le diagramme énergétique du dihydrogène est symétrique. Oui. OK, pourquoi? Il me semble que c'est parce que tous les électrons ils sont appareillés. Non, non, en fait, c'est que comme tu as deux atomes, c'est les mêmes. Parce que le dihydrogène, c'est deux hydrogènes, OK? Ok. Donc, les orbitales vont être forcément symétriques. Voilà. Et la molécule de dihélium n'existe pas car son ordre de liaison est égal à 1. Oui, ça c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. OK, tous vrai? Oui. OK, c'est faux. Oui. Parce que l'ordre de liaison n'est pas égal à 1, il est égal à 0. Ah oui, 0,5. Ah oui, 0, merde. 0. OK? Donc, faire attention, ça, je vous ai mis exprès ça, comme ça, vous voyez, c'est un petit piège ça peut tomber. OK? Il faut bien lire. Donc en gros, quand c'est égal à 0, la molécule n'existe pas. Voilà, ça, tu as tout compris. OK? Ok. Voilà. Bon, prenez en capture d'écran la justification si vous voulez. Je pense que vous avez pris les questions. Allez-y. C'est bon? Tenez. Oui. Oui. OK, voilà. Donc, hop là. Je sais que c'est un cours qui est compliqué. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Dites-moi hein, si la fin, c'était un peu flou, non? Je pense. Un peu. Ok, ouais, je sais, c'est normal. C'est un cours qu'il faut beaucoup travailler, celui-là. Donc, je vous explique. C'est le premier cours que vous allez faire à la fac. Et c'est un peu là pour vous décourager. Je dis ça pour vous décourager pour vous montrer que le niveau il va être dur cette année. Donc, celui-là, ce cours, il ne faut pas le lâcher. Vous allez voir, au bout d'une semaine, si vous allez travailler un peu tous les jours, ça va rentrer nickel. Vous allez le connaître parfaitement.
Et si vous commencez un peu à regarder les annales, bon, je ne vous conseille pas de le faire dès maintenant, mais les questions, ça revient souvent, c'est toujours les mêmes. Donc, il ne faut vraiment pas s'en faire si vous ne comprenez pas tout. Même, il y en a plein qui ne comprenaient pas tout, même à la fin de l'année. Au final, comme le prof, il est assez gentil, il met toujours les mêmes questions. Genre, il ne faut pas trop prendre la tête dessus. Essayez de comprendre quand même. Mais sinon, c'est vraiment pas là où vous allez perdre des points, quoi, hein. Ce sera plus sur les autres cours. OK? Ok. Ok. Bon, voilà. La semaine prochaine, je pense que je vais vous refaire un cours. Ce sera en présentiel. Ça va être mieux, je pense. OK? Parce que là, je sais que c'est un peu compliqué en Zoom. Mais même moi, j'aime pas trop faire des cours comme ça. Voilà, comme ça, je serai devant vous. On pourra même parler après. Voilà. OK? Ok. Ok. Donc, si vous avez des questions, même pas sur le cours, sur autre chose ou quoi, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro ou pas? Non. Non. Alors, attendez, je vais vous l'envoyer sur le chat. Hop là, tac. 06 52 42 25 82. OK? C'est bon, vous l'avez tous? Oui. OK, prenez-le bien. Après, Dan, si vous ne l'avez pas, vous demandez à Dan, il vous l'envoie. Bon, D'accord. désolé, peut-être que ce n'était pas super clair. Ce n'est pas le meilleur cours que j'ai pu faire. Enfin, je n'ai jamais fait avec vous, mais j'en ai déjà fait. La prochaine fois, dimanche prochain, je vous ferai un meilleur cours. J'expliquerai un peu mieux. Je ne sais pas sur quoi ça va être. Mais bon, voilà. Donc, j'espère vous voir la semaine prochaine et voilà, bonne fin de journée. Merci. à vous aussi. À vous Allez, aussi. au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.